bonsoir madame, bonsoir monsieur. La paix au cœur de la nation ce soir, la paix menacée par les armes qui circulent de manière anarchique. Nous en voyons le résultat dans nos villes et puis dans le Sahel. L'Union africaine veut faire taire les armes pour préserver la paix en Afrique et dans le monde. Un mois entier a été consacré à l'amnistie. Le mois a pris fin récemment avec la destruction de milliers d'armes collectées auprès des populations. Pour commencer cette émission, annoncer le débat, nous vous proposons de suivre donc cette cérémonie de destruction de ces armes-là. Nous reviendrons juste après présenter les invités avec qui ce soir nous parlerons de faire taire les armes pour la paix. Une flamme de paix, rideau sur le mois de l'amnistie de l'Union africaine contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au Togo. 1507 armes incinérées pour la paix et la sécurité humaine. Lancé depuis le 7 septembre au Togo, le projet Faire taire les armes trouve écho favorable au sein de la population engagée à préserver la paix. Au-delà du lancement, il y a eu d'autres activités, comme le renforcement des capacités qui a consisté à rencontrer un certain nombre d'acteurs impliqués dans le projet, notamment les forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les chefs religieux, mais aussi les associations de la société civile, notamment les groupes de femmes et de jeunes. Et les activités de renforcement de capacité se sont tenues à Sokoré, à Dapon et à Kara. Aujourd'hui, disons que c'est la boucle de ce mois-là, au niveau national, avec l'incinération des armes. Remise volontaire et sans poursuite aucune, s'inscrire et se faire enregistrer comme détenteur des armes pour une meilleure traçabilité, l'Union africaine appelle le continent à adhérer massivement à l'initiative. C'est un bilan positif parce que depuis que l'Union africaine a décidé l'établissement du mois de l'amnistie en Afrique, de sorte que chaque année, durant le mois de septembre, les États africains encouragent ceux qui détiennent les armes illicites à venir les remettre volontairement sans crainte d'être arrêtés, condamnés, avec pour objectif de retirer les armes, donc ces engins de mort de la circulation, car comme vous le savez, chaque fois qu'une arme est retirée, ce sont des vies qui sont potentiellement sauvées. Est-ce que le bilan est positif? Oui, certainement. Il est vrai que ça n'a pas encore mis fin à tous les conflits ou à la circulation des armes légères, parce que 2017, c'est pas loin. Et en temps, il y a eu la pandémie aussi. Il y a encore toujours des conflits. On parle de terrorisme, on parle de conflits armés. Mais à chaque fois que des armes sont retirées, et comme nous parlons de dizaines de milliers d'armes qui ont été retirées de la circulation, c'est déjà pas mal. Il est question maintenant de continuer l'opération et de renforcer, n'est-ce pas, les acquis positifs. Le Togo résolument engagé à faire taire les armes sur son territoire et ses opérations de destruction des armes sont devenues un mécanisme de consolidation de la confiance populaire. Nous en allons à découvrir les invités avec qui nous discutons ce soir dans cette émission. Nous allons dire bonsoir au chef d'escadron Pacha Meleou. Merci de partager ce plateau. Vous êtes conseiller juridique du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, un département qui depuis 2014 a initié, développe ce qu'on appelle la police de proximité justement dans la recherche de la sécurité et de la paix pour les populations. Merci de partager ce plateau avec nous aujourd'hui. Merci madame et bonsoir à nos fidèles auditeurs. Merci bien. On va présenter monsieur Jonas Mazapaka. Il est secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Une commission donc, qui a été créée en 2001, qui sensibilise depuis dans la population sur l'importance d'enregistrer les armes que l'on détienne, des armes qui soient légales ou illégales. Et puis vous procédez également aux destructions des armes que vous collectez ainsi au niveau des populations. Merci de partager ce plateau. Bonsoir madame, merci pour l'opportunité, merci de nous inviter. Docteur Essozimna Ama, vous êtes acteur de la société civile, vous formez en éducation à la paix. Vous nous venez de l'association Culture, Paix et Développement. Alors, merci pour l'invitation et nous disons un bonjour aux téléspectateurs. Merci bien. Alors, on revient sur ce mois de l'amnistie
africaine, de l'Union africaine. Monsieur Paka va nous parler du concept, nous expliquer mieux ce concept du mois de l'amnistie de l'Union africaine et un peu une brève historique de ce mois-là. Merci. Effectivement, le mois de l'amnistie était un projet complémentaire au projet Faire taire les armes qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement en 2015. En effet, la situation sécuritaire au niveau africain a dégradé. Au regard de cette dégradation, déjà en 2013, il y a eu une déclaration à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'UIA. Et à l'époque, dans cette déclaration, les chefs d'État ont estimé qu'il ne faut pas léguer à la jeune génération un continent empreint de conflit. Donc, au regard de cela, en 2017, il y a eu cette initiative Faire taire les armes qui a été adoptée et elle a été décrétée jusqu'en 2020 pour que les armes se taisent. Et malheureusement, en 2020, on a constaté que les armes ont continué à crépiter. Et là, en décembre 2020, il a été retenu par ces chefs d'État pour qu'à partir de 2020, le mois de septembre soit décrété comme mois d'amnistie. Donc l'amnistie de manière générale, c'est quoi? C'est le pardon. Donc au cours de ce mois d'amnistie, il est demandé aux détenteurs illégaux de remettre volontairement les armes avec les garanties de non-poursuite et de non-arrestation. Donc c'est l'idée. Et qu'est-ce qu'on vise par là? C'est d'amener les compatriotes, que ce soit togolo-africains, à accompagner les gouvernements à ce que les armes soient réduites sur l'ensemble des territoires et en partant éviter la violence armée sur le continent. Alors, c'est ce qui a été fait ce mois-ci. Vous avez parcouru tout le territoire, les populations ont été invitées à donner leurs armes qu'elles détiennent ou alors venir immatriculer les armes. Quel est l'accueil, en fait, de cette campagne-là quand vous les approchez? Disons que le mois après le lancement, fait le 5 septembre dernier par l'Union africaine, et puis au niveau national le 7 septembre, il y a eu... Ça s'est tenu au Togo du 5 septembre au 4 octobre dernier. 4 octobre, la destruction des armes. En effet. Donc le parcours a consisté à réaliser un certain nombre d'activités et qui ont permis d'aller en contact avec les populations. Et il était question aussi de renforcer les capacités de certain nombre d'acteurs. Notamment, nous avons les chefs religieux, nous avons les forces de défense et de sécurité. Il y avait aussi les élus locaux qui ont été impliqués dans le renforcement de capacités. Enfin, l'accueil est positif, si je me permets, au regard justement de l'évaluation qui est faite, puisque après les ateliers, il y a eu des fiches d'évaluation qui ont été faites. Le constat est que l'appréciation ou le retour qu'on a eu par rapport aux ateliers de renforcement de capacité, il y a une notation. Je prends le cas d'Apon, où les renforcements de capacité ont concerné la région des savanes. Il y avait 42 participants. La fiche a été remplie par 36, mais sur les 36, l'appréciation positive, que ce soit en termes de garantie par rapport à la non-poursuite, que ce soit en termes d'amélioration de la sécurité, que ce soit aussi en termes d'optimisme quant à la remise, disons, le pourcentage qui dégage est au-delà de 80%. Disons, sur ce retour-là, on considère que le message a été bien appuyé. Alors, quant aux objectifs que vous vous étiez fixés en amont par rapport à un certain nombre d'armes à collecter, est-ce que vous avez approché l'objectif? Oui, disons que c'est vrai. On avait nourri des craintes parce que c'est la première fois que l'événement prend une telle ampleur. Et au regard de ce que nous avons collecté, comme vous avez annoncé tout à l'heure, il y a eu 1507 armes qui ont été incinérées. Mais l'autre élément aussi important... Vous pensiez au début, à la base, pouvoir collecter 1500 armes. Vous en avez incinéré 1507. Donc, on peut dire que les attentes ont quand même été satisfaites. En effet, je crois que le chiffre dit lui-même, donne déjà le résultat et prouve à quel point il y a une adhésion par rapport justement à cette opération. Bon, l'autre élément que je voudrais aussi citer, c'est le fait qu'il y a aussi l'engouement pour la régularisation du statut des armes, parce qu'il y avait deux aspects. Le premier, c'était soit c'est la remise volontaire, le second, c'est la régularisation. Nous avons constaté avec le retour que nous avons sur le terrain, au niveau des préfectures, qu'il y a beaucoup de compatriotes qui étaient dans une situation d'irrégularité, mais qui sont allés se faire
régularisés au niveau des préfectures. Je crois que c'est quand même un élément aussi à prendre en compte dans cette appréciation positive qu'on a du déroulement du projet. Du moins, c'est ça. Alors, les armes qui menacent ainsi la paix en Afrique, d'où est-ce qu'elles viennent? D'où est-ce que ces armes viennent? Peut-être au chef d'escadron? Merci, madame. Alors, vous posez la question de savoir d'où est-ce que les armes en circulation sur le continent viennent. Je voudrais tout d'abord signaler que le continent africain, tel que vous le connaissez, plus particulièrement notre sous-région ouest africaine, est en proie pendant plusieurs années à des actes ou à des rébellions. Il y a eu beaucoup de mouvements au cours de ces dernières années. Et vous-même, vous le constatez dans le Sahel, avec les actes terroristes qui sont commis ici et là, les crises ivoiriennes, le problème de la Libye. Et tout ça a provoqué l'effondrement d'un certain nombre de systèmes qui étaient bien établis auparavant. Donc ces problèmes ont provoqué de toutes les façons la circulation des armes de façon anarchique dans notre région. Surtout au niveau de la Libye, vous voyez, c'est les armes que détenait légalement l'État libyen ont été, en tout cas, tombées aux mains des gens qui ne devraient pas donc les posséder. Et finalement, il y a eu des trafics qui sont venus vers notre région ouest africaine et qui a alimenté donc le terrorisme dans cette région. Et ça, à côté du terrorisme, vous allez voir également la question des crimes connexes qui permettent de financer le terrorisme également. Donc les braquages, en tout cas tout ce qui est crime connexe que nous constatons dans la région commis avec les armes à feu, ça provient également de là. Voilà un peu les décors que je voulais présenter. Merci, madame. Alors, monsieur, je reviens à monsieur. Monsieur Paka, vous disiez tantôt que avec les activités de ce mois, c'était de collecter les armes qui étaient illégalement détenues. Mais par rapport aux armes dont la possession était prouvée, était légale, il fallait régulariser la situation. Donc au Togo, on peut porter l'arme, il y a un permis, il y a une procédure pour avoir un port d'armes au Togo. Oui, la détention, ce n'est pas comme, enfin, avoir une arme, ce n'est pas comme aller acheter du beignet au marché. Il y a une procédure qui est établie. La procédure, c'est que si vous voulez avoir une arme, c'est que vous faites une requête adressée justement au ministre de la Sécurité qui apprécie la requête et la pertinence ou non, puisqu'il faut donner le motif pour lequel vous voulez avoir l'arme. Et là, il y a ce qu'on appelle une enquête de moralité qui est faite autour de vous pour savoir si, oui ou non, vous êtes majeur. La majorité, je crois qu'au Togo, c'est 18 ans. Si vous n'avez pas 18 ans déjà, ça veut dire qu'on va déclasser votre dossier. Mais aussi, on va chercher à voir est-ce que vous êtes sain d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir les capacités intellectuelles, mentales pour avoir la possession stable. Et si ces conditions ne sont pas remplies, malheureusement, on ne peut pas vous octroyer un permis d'achat ni de détention. Là, si on vous autorise à acheter, là, il y a eu aussi une autre procédure parce que vous achetez, mais il faut arriver à porter cela. Et le port aussi est conditionné par un autre permis qui vous permettra de pouvoir porter l'arme. Ah oui, donc il y a déjà le permis d'achat. Oui. Avant le permis de port. Effectivement. Okay. Voilà, c'est pas cumulatif, c'est alternatif, l'un après l'autre. Et là, si vous remplissez ces conditions, là, oui, vous pouvez avoir une arme. Mais l'élément nouveau, c'est quoi? Depuis 2014, il y a ce qu'on appelle le marquage des armes. Là, oui, vous avez l'arme, là, vous vous approchez de la commission et vous faites marquer l'arme. Parce que le marquage a beaucoup d'avantages. Parce que d'abord, on identifie l'arme, mais aussi on a l'idée de celui qui détient l'arme. Et si jamais cette arme-là venait être impliquée dans une infraction... On sait à qui se référer. C'est un peu comme la carte d'identité de l'arme. En effet. En effet. Vous avez bien vu, merci. Au cours de ce mois, donc, les populations, les détenteurs d'armes qui n'étaient pas en situation régulière ont pu aussi approcher les autorités pour pouvoir régulariser leur situation, comme vous disiez. En effet, beaucoup d'ailleurs se sont mobilisés. J'en veux pour preuve le cas de la préfecture d'Aguanivé. J'y étais avant-hier pour un dossier précis. Vous voyez, il y a beaucoup qui venaient. Bon, j'ai même rencontré quelqu'un, un parent, pas un parent, mais un compatriote togolais qui était arrivé avec son arme. Et là, il a enregistré ça devant moi. C'est là pour que le message est bien perçu et que les gens ont trouvé l'intérêt de se faire connaître. Et puis voilà, à ce que demain, si jamais il y a un problème, qu'on ne puisse pas poursuivre justement des personnes qui n'auraient pas
adhérer au processus et qui se seraient mis en marge du processus de régularisation. C'est clair. Donc, globalement, on peut dire que c'est une campagne complètement réussie. Quels étaient les différents acteurs qui étaient sur le terrain, qui étaient impliqués dans l'exécution de cette campagne? En dehors de l'équipe de projet qui était impliquée, il y a aussi d'autres acteurs. Je crois que notre collègue, le docteur Paka était là. Ama était là et en Dr. tant Ama, qu'acteur de la société civile, il a été commis comme formateur dans ce sens-là. Nous avons aussi les associations de jeunes qui ont été impliquées, il y a aussi des femmes impliquées, je disais tantôt, des forces de défense et de sécurité. Nous avons aussi senti la nécessité d'impliquer les élus locaux parce qu'aujourd'hui, avec la décentralisation, on connaît le rôle de ces acteurs importants à la base. Je crois qu'ils seront ceux-là qui vont porter plus l'information vers la population. En dehors de, il y a aussi les chefs traditionnels. On connaît le poids de la tradition dans nos sociétés. Je crois qu'un chef qui a le message, qui porte ça à l'attention de ces populations, je crois que le message sera bien perçu. L'autre élément aussi, c'est les chefs religieux. Nous savons tous l'influence de la religion dans nos communautés. Je crois qu'on a senti aussi cette nécessité d'inviter ces religieux. Et là, avec le rapport, je crois que c'est ce qui a permis, ça a amené les gens à avoir confiance et à aller non seulement... Parce que le message était répliqué à divers endroits assez décentralisés et avec de l'assurance qui a été donnée par ces personnes en qui les populations avaient confiance, ces visages qui inspiraient confiance. Donc ça a pu amener cette adhésion dont vous parlez là. Effectivement. Alors, docteur Ama, vous qui êtes formateur de la société civile éducation à la paix, quel message est-ce que vous avez pu passer aux gens? Déjà, c'est les acteurs que vous avez cités, hein, monsieur le secrétaire permanent, qui étaient invités à des rencontres de formation pour pouvoir aller disséminer le message dans leur milieu respectif. Quel message est-ce que vous avez pu leur passer pour pouvoir faciliter le travail? Oui, merci. Alors, le message que nous avons passé, les autres panélistes viennent d'évoquer le contexte de violence sur le continent africain. Alors, il s'agissait de réitérer le message de la résolution pacifique de ces conflits. Donc, nous avons pu échanger avec les acteurs sur les valeurs à promouvoir à la base, de sorte que les jeunes, les enfants ou les adultes puissent donc opter la voie pacifique pour résoudre les problèmes. Donc, nous avons échangé avec les acteurs impliqués sur les stratégies à adopter, ou du moins comment est-ce qu'ils peuvent sensibiliser à la base, de sorte que les jeunes puissent donc chercher les voies pacifiques pour résoudre donc les différends. Alors, quand vous leur expliquez la paix, qu'est-ce que vous leur dites concrètement? C'est quoi dans ce concept-là? Bon, lorsque nous parlons de la paix, vous et moi, nous savons que lorsqu'on a l'esprit, la paix peut faire référence à la tranquillité. Oui. Et par rapport au contexte d'éducation à la paix, c'est la recherche pacifique aux problèmes qui se posent à la société. Voilà. Et parce que les conflits sont inhérents à la société. C'est clair. Voilà. Donc, et les conflits entre personnes ou entre groupes ou plus loin, entre les États, ça peut arriver. Et donc, l'idée, c'est de chercher les solutions pacifiques. C'est ce que nous avons, c'est le message. C'est-à-dire ne pas penser systématiquement à l'utilisation de l'arme pour résoudre les problèmes. Donc, il y a eu un pan de notre communication qui a porté sur l'acquisition des armes. Est-ce que c'est un gage de paix? On parle de paix, on fabrique les armes, on vend les armes, on achète les armes. Alors qu'on parle de paix, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, oui? Oui, je pense que les armes sont nécessaires pour établir, disons, la paix. Mais nous savons qu'il y a un cadre qui régit l'acquisition des armes. Et nous savons de façon réglementaire que c'est l'État
qui a le monopole de la violence et qui peut utiliser les armes dans un cas précis. Oui. Parce que l'État, on parle de forces de défense Et de sécurité. Et donc, ils utilisent les armes. Là, c'est réglementé, c'est un cadre réglementé. Et ceux qui utilisent ces armes sont formés pour les utiliser. Mais là, dans ce contexte, les populations possèdent des armes de façon illégale. Et ils ne sont même pas formés pour les utiliser. Alors donc, au cours de la communication, il y a eu des questions. Les gens se disaient, mais dans le contexte d'insécurité, dans ce contexte d'insécurité, est-ce que ce n'est pas contradictoire de demander aux populations de remettre les armes? Donc, dans les échanges... Elles peuvent penser qu'il y a de l'insécurité, autant avoir de l'arme pour se L'arme protéger soi-même. Maintenant, vous nous demandez de vous les restituer alors qu'il y a de l'insécurité. Comment est-ce que vous avez pu les rassurer? Oui, nous avons pu rassurer que posséder une arme, ce n'est pas une garantie pour notre sécurité. Collective. Voilà, ce n'est pas de garantie pour notre sécurité parce que, d'abord, nous ne savons pas, même si nous savons tirer, est-ce que nous savons véritablement bien l'utiliser? Et puis, est-ce qu'on saura apprécier les circonstances dans lesquelles on devrait utiliser l'arme? Est-ce qu'on ne va pas y aller un peu trop vite? Voilà. Oui. Et donc, il y a eu des témoignages qui ont montré que ceux qui avaient même des armes étaient plus exposés à la violence. Oui. Parce que certains utilisent des armes pour intimider l'entourage. Et donc, parfois, les jeunes sont tentés de les provoquer. Et parfois, en cas de conflit, ce sont les premières personnes que les gens attaquent. Parce qu'on sait qu'elles possèdent des armes et donc constituent même un danger. Donc, il faut neutraliser cette personne ou alors peut-être entrer en possession de son arme. Et donc, je crois que les acteurs étaient unanimes sur le fait qu'il fallait rendre l'arme si vraiment ce n'était pas nécessaire de posséder cette arme. C'est ça. Alors, quand on parle d'armes, par rapport à la commission, c'est les armes à feu. Il n'y a pas autre arme. Non, non, c'est vrai, c'est au-delà. Bon, principalement, c'est les armes à feu. Mais on peut parler aussi des autres armes, les armes blanches. Est-ce que ça rentre dans vos attributions, dans votre mission, dans la régulation également? Dans ce mois de l'amnistie, est-ce que les autres armes ont été concernées également? Parce que ça menace également la paix, ça menace aussi la paix. Non, ce qui est le focus est plus mis sur les armes à feu, notamment les armes légères et de petit calibre. Et si vous permettez, quand on parle d'armes légères, pour peut-être nos téléspectateurs, quand on parle d'armes légères, c'est lorsque une arme qui est portable et peut être utilisée par au moins 2 personnes. Ça, c'est la convention de la CEDEAO qui prend cela. On parle là aussi d'armes de petit calibre. C'est cette arme qui est aussi portable, mais utilisée par une seule personne. Là, on peut donner l'exemple des fusils de chasse dont détiennent nos parents, ou bien d'un pistolet, ou bien d'un revolver. Donc, ce sont ces types d'armes-là. On ne dit pas ici qu'on a arraché les armes aux populations. On dit qu'on a pris les armes. On a pris les armes des populations, des armes qui ne doivent pas servir, des personnes qui ne justifient pas de port d'armes, c'est ça. Hein? Les populations, les chasseurs, peuvent avoir gardé leurs armes, mais avoir fait immatriculer, marquer, c'est ça, non? En effet, je crois que l'esprit de l'amnistie, c'est quoi? C'est d'aller remettre sans contrainte. Il n'y a pas de pression sur qui que ce soit. On se dit qu'on n'en a pas besoin. On se dit qu'on n'en a pas besoin. On veut s'en débarrasser. Voilà, c'est l'esprit de l'amnistie. Et c'est le cas, c'est ce qui a été fait effectivement. Mais si on doit garder, il y a une procédure aussi que l'on suit. En effet, pour garder cela, je crois que nous avons dit tout à l'heure, on va pour régulariser au niveau du chef-lieu de la préfecture. Mais la régularisation ne dit pas que vous êtes déjà détenteur. C'est une phase transitoire et une faveur qui est offerte. Après cela, il vous est demandé d'adresser une requête au ministre de la Sécurité pour qu'il vous délivre un permis de détention. Je crois que voilà, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est demandé aux détenteurs dans ce cas précis. Parce qu'il ne faut pas seulement enregistrer, après on dit oui, c'est fini comme ça. Non. Parce que si vous commettez une infraction, c'est vrai, il y a quand même, on peut avoir des mesures d'atténuation parce que vous êtes allé vous faire connaître. Mais bon, pas encore ça. À un niveau donné, on peut encore fouiller, mais ce serait bien qu'on continue la chaîne de régularisation. Et là, en ce moment, on est quitte et on a toute l'assurance possible. C'est ça. Voilà. Alors, monsieur le chef d'escadron, dites-nous, monsieur chef d'escadron Melou,
Pour cette campagne-là, quels sont les types d'armes qui ont été collectées durant l'opération de remise volontaire? Merci, madame. Je pense que l'élément qu'on a suivi dès le départ de cette émission montre à suffisance les différents types d'armes qu'on a pu collecter au cours de ce mois de l'amnistie. Il s'est agi essentiellement des armes, des fusils de chasse et quelques rares pistolets artisanaux. Donc c'est essentiellement ce type d'armes qui ont été collectées au cours de cette campagne. On n'a pas pu trouver des armes de guerre et autres, tout ça, non. On n'a pas pu trouver ça. C'est-à-dire qu'il n'en existe pas, ou les gens, comme c'était volontaire, il n'y avait pas de pression voilà. Non, on ne peut pas dire que les armes de guerre n'existent pas en circulation. La preuve, c'est que des braquages sont commis avec des Kalachnikov. Donc ces armes existent, mais entre les mains des personnes mal intentionnées. Vous voyez, donc ces gens-là ne viendront pas comme ça s'offrir au service de sécurité. Pas du tout. Bon, maintenant, les armes qui font objet d'autorisation, en tout cas dans notre pays, pour l'instant, ce sont généralement les fusils de chasse. On ne donne pas, les autorisations sur les autres types d'armes. Donc voilà. Ce qui fait que, évidemment, on ne peut trouver que ces genres d'armes-là. Pour les gens qui viennent remettre volontairement. Je voudrais même dire que c'est pas forcément ceux qui sont dans l'irrégularité. On peut être dans la légalité et avoir le besoin d'aller remettre l'arme. On se dit, on n'en a plus vraiment besoin, on n'en trouve plus de pertinence. On a acheté légalement, mais à un moment donné, on se rend compte que ça devient un élément encombrant la maison, ça devient un danger permanent. Et on se décide volontairement d'aller donc confier cette arme-là au service de sécurité. Voilà. Donc ce n'est pas seulement ceux qui sont dans l'illégalité. On encourage d'ailleurs nos concitoyens à le faire. Parce qu'une arme qu'on a chez soi, je le répète encore, comme mes collègues l'ont déjà dit, c'est de l'insécurité, c'est un danger permanent. Et on a enregistré beaucoup d'incidents sur le territoire national liés à ces armes-là. Voilà. Donc un décès par-ci, parce que, je ne sais pas, dans la... Comment dirais-je là dans une manipulation qui ne dit pas son nom, peut-être le détenteur fait partir le coup de façon inattendue. Peut-être on nettoie. Voilà, et puis... tout ça, parce que les gens n'ont pas vraiment la technicité nécessaire pour pouvoir détenir, manipuler, stocker ces genres d'armes-là. Même il y a une façon de stocker l'arme. Vous avez les munitions, vous avez l'arme, tout ça, il y a des techniques, il y a une façon de pouvoir stocker cela pour que cela ne constitue pas un danger pour autrui. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Alors, précisez-nous également ce que risquent des personnes qui détiennent illégalement des armes. Bien, je vais signaler quand même qu'il y a un décret qui date de 62, le décret 62-2, si je ne me trompe pas, qui réglemente la détention des armes. Et suivant le décret en son article 18, le fait d'importer, il y a par exemple les actes illégaux, nous avons l'importation, nous avons la détention et la cession. Donc une fois que vous faites l'un de ces actes-là sans avoir l'autorisation qu'il faut, à partir de ce moment, vous êtes dans l'illégalité. Et le décret prévoit des peines d'amende, ce qui peuvent aller de 20 à 40 000 francs CFA et des peines d'emprisonnement, pouvant aller également de 1 mois à 6 mois de prison ferme ou prison avec ceci. Ça dépendra du juge. Mais je voudrais préciser quand même que au cours de ce mois de l'amnistie, comme le secrétaire permanent l'a dit, ces dispositions ne sont pas appliquées. On parle d'amnistie. Voilà, c'est le pardon. Donc, on demande aux gens d'aller déposer cela et on ne va pas poursuivre. On ne va pas poursuivre. D'ailleurs, même depuis un temps, nous sommes dans la pédagogie. Dans la pédagogie, on veut faire en sorte vraiment que nos populations, nos concitoyens soient conscients par eux-mêmes et qu'ils puissent, s'ils le désirent, s'ils désirent vraiment détenir des armes, pouvoir suivre la procédure établie. Voilà. Donc pour l'instant, vraiment, on sensibilise et on fait en sorte que les gens, vraiment volontairement, soit ils le remettent ou ils essayent quand même de se conformer à la loi. Donc, ce qui veut dire que ce mois est fini, le mois de l'amnistie est fini officiellement, mais si éventuellement quelqu'un garde son arme encore,
et que la personne veut toujours remettre, la personne peut toujours faire le pas d'aller remettre sans risquer de poursuite, monsieur le secrétaire permanent de la commission. Oui, non, je crois que c'est vrai que, en principe, après la destruction des armes collectées, c'est la fin. Mais vu aussi le contexte qu'on connaît, le contexte sécuritaire, non seulement au Togo, nous estimons que la porte est encore ouverte aux compatriotes qui seraient en détention de ce type d'armes, de continuer par aller, non seulement pour l'enregistrement au niveau des préfectures, mais aussi pour la collecte. Nous avons indiqué 2 lieux, soit au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Je crois que tous ces structures sont sensibilisées. Et je vous donnais l'exemple de la préfecture d'Aguanivé. C'est bien avant, après plutôt la destruction que la personne allait. On a pu l'enregistrer, ça veut dire que le processus continue. C'est ça. Et là, les garanties sont toujours offertes. Offertes, c'est ça. Quant à la non-poursuite, ni d'arrestation. C'est ça. Voilà. Ce qui veut dire que on ne peut pas disposer de son arme comme on veut, du genre jeter l'arme. Tant qu'on a une arme, c'est qu'on est dans un cheminement. Quant à sa possession, son utilisation, que je n'en veux plus, je ne peux pas jeter l'arme, je ne peux pas passer l'arme à l'autre, je ne peux pas... Hein, il faut toujours se référer à vous. Non, on ne doit pas jouer, on ne jette pas son arme. Non, le principe, la détention d'une arme, elle est individuelle. Ça fait que même... Je ne peux pas hériter de l'arme. Bon, l'héritage, c'est notre processus. Ok. Ça, c'est notre processus. Je ne veux pas prêter mon âme, que la personne, toi, tu gardes ça, je n'en veux plus. Comme je n'en veux plus, je le donne ça à quelqu'un d'autre, non. Mais le danger qu'il y a, c'est quoi? Quand vous prêtez à quelqu'un et il va y commettre une infraction, et ça remonte, ça revient à qui? C'est vers vous. Non, ce n'est pas permis. La cession intervalle, il y a des conditions qui sont prévues pour la cession d'armes à autrui. Donc, c'est les garanties. Mais ce que nous conseillons, que le chef d'escadron l'a dit, c'est d'inviter ceux-là qui seraient dans ces cas-là, de suivre le processus normal, parce que les garanties sont faites et la sensibilisation dont il fait cas, elle continue. Je crois que les plus hautes autorités, que ce soit ceux qui sont en charge de la sécurité, sont conscients de la situation et on donne cette ouverture-là pour les uns et les autres. La commission, elle est là et je crois que nous sommes aussi là pour garantir aussi les craintes des uns et des autres. S'il y a des gens qui hésitent, non, il n'y a pas à hésiter. Il y a des garanties qui leur sont faites. Alors, le mois est fini, mais les garanties sont toujours en vigueur. Les garanties sont toujours en vigueur parce que c'est un gros travail qui se fait aujourd'hui pour la paix et la sécurité de notre pays, de notre sous-région. Les populations qui sont invitées à collaborer fortement et étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour notre propre sécurité. Et donc, ce concept de police de proximité qui, de plus en plus, trouve sa pertinence. Hein. C'est plus que pertinent aujourd'hui. Vous voulez bien nous expliquer, hein, chef d'escadron Meleou, ce que c'est que la police de proximité? Merci. La police de proximité, d'abord, je voudrais signaler qu'il ne s'agit pas d'une police. C'est-à-dire quand on prend l'institution de police, il ne faut pas que les gens pensent que la police de proximité est une autre institution à part, qu'on appelle police de proximité, non. La police de proximité est un concept. C'est un concept qui implique un certain nombre de choses, un certain nombre de comportements. En gros, la police de proximité repose sur 3 piliers. Il y a d'abord le pilier proximité, le pilier partenariat, rapprochement avec la population. Donc dans le, dans le pilier rapprochement avec la population, nous insistons beaucoup plus sur les relations que la police doit pouvoir avoir avec les populations civiles. Donc, je voudrais prendre l'exemple d'un atelier. En 2014, vous l'avez dit vous-même, quand nous devrions lancer la deuxième phase de la police de proximité, nous avons organisé, le ministère de la Sécurité et de la Protection a organisé un atelier à Takpamé qui a réuni l'ensemble des acteurs, la société civile, la chefferie, bref, tous les acteurs qu'on a déjà cités ici, pour réfléchir sur les rapports, pour diagnostiquer un peu l'état des rapports entre notre police nationale et la société. Donc cet atelier nous a permis d'essayer de corriger ce qu'on peut corriger. Bref, il faudrait arriver à ce que la police soit anticipative et proactive. Voilà, donc
La police de proximité veut substituer à la police réactive, c'est-à-dire que la police réactive, c'est celle-là qui est là juste et quand le fait se passe, on court pour aller vers... On attend le dégât on attend les dégâts là, on avant a de la d'agir. prévention avec la police de proximité. Donc avec la police de proximité, c'est d'abord ça, la prévention. La prévention. Et pour faire la prévention, il faut être vraiment au sein de la population, il faut être avec la population. Donc la prévention suppose bien évidemment la manipulation de l'information, le renseignement et autres. Et ce renseignement-là, de toute la façon, je ne sais pas combien de policiers on a au Togo, hein. Et même si on pouvait mettre chaque policier derrière chaque habitant, tant qu'il n'y a pas cette communication entre la population et la police, je pense qu'on ne ferait absolument rien. Donc c'est ça. Bref, j'ai caricaturé comme ça pour faire comprendre à nos téléspectateurs ce que c'est que la police de proximité. Donc c'est les mêmes policiers qui jouent le rôle, mais c'est juste que les rapports avec les administrés, avec les populations, avec les usagers des services de police, les rapports sont appelés à être plus étroits. Plus étroits, voilà. Plus complices. Plus complexes, voilà. disons. Vous voyez, il y a des pays dans lesquels, quand vous arrivez en même temps, à peine vous déposez votre sac, la police est déjà au courant qu'il y a telle personne qui est arrivée ici. C'est cette complicité qu'il faut développer à travers la police de proximité. Et on ne peut le développer que lorsqu'il y a une certaine confiance entre la population et sa police. Et c'est ce à quoi le ministère de la Sécurité et de la Protection civile travaille depuis 2014 à travers ce projet-là. Différents acteurs de la société sont impliqués, sont invités. Tous ceux qui accueillent les étrangers, les hôtels, les maisons d'hôtes, les locataires, les propriétaires de maisons à louer, les laveurs de véhicules, tous ceux qui entretiennent une relation avec autrui, qui peuvent donner des pistes, donner des informations à la police pour garantir, mais nous-mêmes, notre propre sécurité. Et toutes ces personnes sont invitées. Tout le monde est invité. Tout le monde se sent concerné par cela. C'est là même ce qui concerne le pilier partenariat dont j'ai parlé par rapport à la police de proximité. Tout le monde est intéressé par ce truc-là. D'ailleurs, il y a une autre notion qui est le cœur même de la police de proximité, c'est la coproduction de la sécurité. On parle de la coproduction de la sécurité. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire de la police ou des militaires de pouvoir donc produire cette sécurité-là, mais la population elle-même participe à sa sécurisation. Donc là, dans le concept de police de proximité, nous avons cette notion de coproduction de la sécurité. De la sécurité, c'est cela. Docteur Ama, vous pensez que c'est, forcément vous avez dit oui, c'est pertinent, de montrer-nous un peu ce lien, le lien qu'on peut faire avec la paix que l'on cherche aujourd'hui, autant et la célébration, finalement, l'instauration de ce mois de l'amnistie. Ah oui, je pense que le lien est évident. Et je vais dire que la célébration du mois de l'amnistie est une démarche même d'éducation à la paix. Ils ont expliqué l'approche même du ministère de la Sécurité qui voudrait sensibiliser les populations. Alors donc, c'est une démarche d'éducation à la paix parce qu'il y a des règles qui régissent par exemple la détention et le port des armes. Et donc ceux qui sont pas en règle avec la loi devraient être punis. La police ou bien les forces de défense de sécurité auraient pu organiser des descentes, boucler des quartiers et procéder à des fouilles et sanctionner. Parce que dans vos descentes, une parenthèse, dans vos descentes également comme ça, vous arrivez quand même à récolter, à accueillir des armes. Hein. Dans les descentes inopinées que vous faites dans les quartiers, vous en faites les bilans très souvent là sur les médias. Exactement. Et vous récoltez des armes. J'allais parler de ça effectivement, puisque chaque fois qu'on fait contrôle de zone ou on mène une opération de sécurisation, et, en tout cas, la plupart du temps, on revient avec des armes. Et généralement, même à l'issue de ces opérations-là, il y a toujours un communiqué qui sanctionne cela et on communique sur le nombre d'armes qui ont été saisies au cours de ces opérations. Alors, docteur Ama peut continuer. Oui, donc je disais que les forces de défense de sécurité auraient pu continuer ces descentes comme ça, punir les gens. Mais le mois d'amnistie, le mois de septembre, offre l'opportunité aux populations de venir d'eux-mêmes, de venir rendre les armes sans être poursuivis. Donc, c'est une sorte de sensibilisation, mais aussi de dialogue avec les populations. Est-ce qu'elles ont compris, est-ce qu'elles comprennent effectivement qu'en fait, dans d'autres circonstances,
l'acte-là leur aurait peut-être valu amende ou bien peine de prison. Est-ce que, avant de continuer votre développement, je viens à M. Paka, est-ce que la population comprend effectivement que c'est une fleur qui leur est faite, que dans d'autres contextes, c'est la prison ou bien l'amende qui leur était réservée? Oui, je crois que c'est l'idée même de ce mois de l'amnistie. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'elles pensent que c'est juste un mois pour collecter les armes qu'elles ont, mais est-ce qu'elles ont compris que c'est un mois pour collecter les armes, mais sans sanction, qui était d'office, quoi, qui était légal? On les aurait sanctionnés, mais légalement. Non, je crois que c'est dans le cadre de la mise en pratique du projet Fêter les armes, parce qu'on a senti qu'il y avait une certaine réticence pour qu'on puisse avoir les armes. Et là, il y a eu cette fenêtre-là qui est ouverte. Je crois que ça a été réfléchi comme ça. Et pendant cette période-là, voilà, on donne l'occasion à ces gens qui, tel que vous le dites, auraient dû être sanctionnés. Mais voilà, on dit, ben, pendant ce temps, faites-vous connaître et puis voilà, vous ne risquez rien. On est partenaire pour la paix. Effectivement. C'est ça. Monsieur le docteur Rama peut continuer. Donc je disais que c'est une démarche d'éducation à la paix. Parce qu'on donne l'opportunité aux populations de venir rendre les armes sans sanction. Et donc, c'est une sorte de... c'est une manière de régler les conflits de façon pacifique. Parce que ceux qui détiennent ces armes de façon illégale, donc ils sont en conflit d'une manière avec la loi. Et donc cette opportunité est une sorte d'éducation à la paix. Nous avons dit l'éducation à la paix met au centre le règlement pacifique et encourage donc le dialogue entre les populations, entre les personnes, les groupes, mais aussi entre l'État et les citoyens. Et donc je pense que c'est une initiative salutaire et qui s'inscrit parfaitement même dans l'approche d'éducation à la paix. Et pour peut-être ajouter à ce que le secrétaire permanent a dit, au cours de l'atelier, les populations même ont fait des recommandations, même plaider que le mois d'amnistie ne s'arrête pas au mois de septembre. Qu'on commence plus tôt. Au lieu d'attendre septembre, pourquoi pas ne pas rallonger toute l'année? Voilà qu'on vient de leur dire que les prolongations se jouent toujours pour les personnes qui n'auraient pas encore rendu leurs armes, déposé leurs armes. Les prolongations se jouent toujours. D'accord. Donc, en conclusion, comme j'ai déjà dit, c'est une initiative salutaire et qui s'inscrit parfaitement dans l'approche d'éducation à la paix. Mais quand même, on retiendra que c'est en septembre. Donc, en septembre de chaque année que ça se fera. Oui, c'est chaque année parce que déjà, ça a été prorogé. Ça devait s'arrêter en 2020, mais c'est prorogé jusqu'en 2030, en espérant qu'à l'horizon 2030, on aurait atteint les objectifs. C'est quoi? C'est avoir une Afrique en paix, une Afrique stabilisée et une Afrique développée. C'est ça la vision sur la base de l'agenda 2063. Voilà, c'est la vision de l'Union africaine. Mais comme Dr Ama vient de le dire, au lancement du continental de ce mois dans notre pays, je crois que le Conseil Pays Sécurité qui s'est déplacé à Lomé a constaté avec une chorale qui était invitée, c'était le chorale des enfants. Cette chorale, dans leurs chansons, ont estimé que le mois de l'amnistie, c'est maintenant. C'est maintenant et pour toujours. Là, il ne faut pas attendre que ce soit une période donnée. Cette année, il ne faut pas attendre septembre prochain. Effectivement. C'est quand on se décide à remettre son arme que ça doit être le mois de l'amnistie pour soi. Effectivement. Complètement. L'adhésion des populations, elle est nécessaire, elle est complètement importante parce qu'on sait que la paix, oui, la paix a horreur du bruit des bottes. Il suffit de s'asseoir et de jeter un regard sur le continent africain, dans la Corne de l'Afrique, dans le Sahel, des conflits un peu partout. Tant qu'on détient peut-être son arme illégalement et qu'on ne la déclare pas ou qu'on ne la rend pas, on est quelque part un peu complice de toute cette situation qui retarde l'Afrique. On ne saurait légitimement, dans ce cadre, parler de l'Afrique, dénoncer ce qui se passe en Afrique et que l'Afrique n'est pas bien. On peut se considérer soi-même comme un petit maillon du problème qui se passe, hein, Monsieur Paka. Non, en effet, je crois que si vous ne vous mettez pas en règle, c'est que vous mettez en marche. Si vous mettez en marche, c'est-à-dire qu'on peut vous créer plutôt des difficultés.
la notion de sécurité collective qui doit concerner tout le monde. Si vous vous mettez en retrait, ça veut dire que vous avez bien dit que vous constituez un maillon faible. Mais je crois qu'il ne faut pas que ça passe par moi. Pour reprendre un peu la formule. Tout le monde doit prendre l'engagement. Doit prendre son engagement pour que voilà, nous soyons des acteurs de paix. Docteur Ama vient de le dire. On ne peut réussir cela qu'à partir de nous-mêmes et à partir des actes positifs que nous allons poser au sein de la société, autour de nous. Et là, je crois que cette sécurité-là, ou cette paix, va s'installer puis pour l'intérêt de nous tous. C'est cela, avec la police qui se veut plus proche de nous également. L'appel est lancé peut-être aussi aux populations de se rapprocher des services, pas pour signaler, mais pour attirer l'attention de la police sur éventuellement des propriétaires d'armes qui l'utilisent pas de manière assez judicieuse. Tant qu'on a l'information, on peut toujours se rapprocher de vous, non, monsieur? Effectivement, tant qu'on a l'information, il faut le faire. Et c'est d'ailleurs conseillé, c'est ce qu'il faut faire. Puisque de toutes les façons, quand on est témoin de tels faits et qu'on ne le dit pas, on ne sait pas si la prochaine victime, ça sera nous ou pas. Donc, moi, je crois que c'est important de le faire. Il faut signaler, il faut aller vers la police. Surtout que, pour le moment, nous sommes dans une démarche pédagogique. Tout ça, voilà. Donc, c'est fortement conseillé. Ça va bien finir un jour, cette démarche pédagogique-là. Ça va bien finir. Il ne faut pas toujours compter sur cette indulgence, cette diligence pour se dire, oh, pour le moment, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation toujours, et puis pour reporter demain à demain. Hein, on ne sait pas quand ça peut finir. Non, je vais faire un parallèle par rapport à ce que vous avez dit. Je crois qu'au moment où on demandait qu'à ce qu'on porte les casques sur nos motos, il y avait cette phase pédagogique qui a été menée. Mais à un moment donné, il fallait passer à l'offensive, à la répression. Mais je crois que tout le monde doit justement se conformer à cela. Et au moment où l'Union africaine considérera que l'objectif est atteint ou n'est pas atteint, c'est tellement qu'il y aura une autre étape. Et nous tous, je crois qu'on devra suivre justement l'étape là, la nouvelle étape qui va s'ouvrir devant nous. Je ne sais pas si mon commandant a quelque chose à ajouter. Il faut ajouter, c'est vrai, le mois de l'amnistie suit son cours, hein, mais cela ne veut pas dire quand même qu'il n'y a pas de poursuites fondées sur la détention illégale d'armes. Parce que les infractions se commettent tous les jours, des problèmes se posent, et quand ces genres de problèmes se posent et que la justice est saisie, on ne va pas mettre ça sur le dos du mois de l'amnistie. Ou alors voilà. Si vous opérez un bouclage de quartier encore, c'est ainsi que vous arrêtez des gens en possession d'armes, elles ne vont pas se prévaloir de cette amnistie-là, puisqu'elles n'auraient pas volontairement déposé les armes. Donc, il faut quand même dire que nos populations ont intérêt à vraiment suivre les procédures qu'il faut. Ça va de notre intérêt à nous tous, surtout avec la situation sécuritaire qui prévaut aujourd'hui dans notre pays et dans la sous-région ouest-africaine. Ce n'est pas bien de détenir des armes clandestinement. Il faut nous aider enfin, à se sécuriser. C'est ça. Voilà. C'est l'acte volontaire qui comptera dans l'appréciation. Exactement. Dans l'appréciation, c'est l'acte volontaire qui... On peut avoir une arme, peut-être la cacher, ne pas la déclarer et peut-être la perdre, ou bien quelqu'un qui vient subtiliser l'arme, qui va commettre un forfait. Exactement. Comment est-ce qu'on justifierait cela? C'est autant de choses que l'on doit mesurer, apprécier pour prendre la décision de cette démarche volontaire dont vous parlez et qui accorde d'ailleurs l'amnistie pour toutes les personnes qui y vont. Monsieur Paka, oui, peut-être on en a parlé, mais poser la question quant à la suite de la célébration de ce mois de l'amnistie au Togo. C'est fini, d'accord? Après, c'est quoi? Oui, bon, enfin, si je m'en tiens au projet lui-même, c'est que c'est vrai, après la destruction, il y a quand même une autre activité en termes d'évaluation pour nous rendre compte de la manière dont le projet a été perçu sur le terrain, que ce soit avant, pendant et après. Donc, il y a ce volet qui sera fait. Et nous l'avons dit plus haut, c'est que ce n'est pas parce qu'on a bouclé avec la destruction que les gens ne sont plus invités à remettre les armes, ni à régulariser leur statut administratif. Je crois que nous encourageons cela. Et la Commission donne cette garantie et l'ouverture est toujours là. Et là, bon, je crois que nous invitons d'ailleurs les gens à le faire. C'est ça. Et déjà, il y en a qui continuent par aller et nous encourageons les autres à continuer dans ce sens. Mais est-ce que globalement, est-ce qu'on a une idée, hein, chef d'escadron Melo, est-ce qu'on a une idée du nombre d'armes qui circulent en fait encore?
Oui, là, les chiffres que peut-être je vais avancer ne sont pas exhaustifs. Hein. Je vais partir juste du projet de marquage des armes qu'on a conduit en 2014 en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Et à la fin de ces opérations-là, nous avons pu dénombrer plus de 9000 armes qui sont détenues par nos populations. 9000 armes? Plus, oui. Aujourd'hui, on est au-delà de ça, puisque après cette campagne-là, il y a eu des gens qui ont continué par marquer des armes. Nous avons donné des autorisations, ainsi de suite. Donc, ce n'est qu'un chiffre approximatif que j'avance ici. Sinon... Et là, c'est à peu près 1500 qui ont été rendus... Rendus par la population volontairement et détruits actuellement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la question. Ça circule encore. Alors, il y a des armes qui sont fabriquées de manière artisanale. Est-ce qu'un travail se fait au niveau de tous ces artisans qui peuvent fabriquer ces genres d'armes également? Pour l'instant, le cadre normatif ne le permet pas, mais il y a un travail qui est intensifié à travers un avant-projet de loi qui est en gestation. Et qui prévoit justement l'encadrement de ces fabricants, parce que nous nous adossons sur la communauté, la convention de la CEDEAO sur les armes légères de petit calibre, qui n'interdit pas la fabrication, mais on dit de réguler. Oui. Mais ça veut dire que si nous nous conformons au niveau national à travers notre cadre législatif, je crois qu'il y aura, s'il y a des génies qui se développent, je crois qu'on va encadrer tout simplement ces génies. Et maintenant, avec justement des principes bien clairs. Parce qu'avant de le faire, il faut que vous soyez agréé. Qu'on ait aussi le nombre d'armes que vous allez fabriquer. Et peut-être les personnes qui les achètent, il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité, non seulement ça, mais avant de vendre ça, il faut marquer les armes là. Okay. Ce sont ces critères-là qui sont fixés. Au moment venu, je crois que c'est ce qui se fera. Donc ce travail... Vivement que ce travail se fasse. C'est la sensibilisation, c'est la sensibilisation qu'on continue par faire pour que vraiment nos artisans, ceux qui s'adonnent à cette activité-là, puissent vraiment abandonner ou du moins, en tout cas, c'est ce qui se fait. Puisque aujourd'hui, bon, avec ces artisans-là, c'est facile d'aller prendre. Les gens vont, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, tout ça. Et en fin de compte, ce sont les mêmes armes-là qui se retournent contre nous. Contre les artisans même qui ont fabriqué... Dans les vols à main armée, dans tout ce que nous constatons. Donc nous, pour l'instant, on essaye quand même de sensibiliser la population, de sensibiliser tout ce monde-là pour que, bon, vraiment, le nombre d'armes en circulation puisse baisser. C'est ça. Docteur Ama Essozimna, et vous qui êtes féru de paix, vous qui éduquez à la paix, après donc cette campagne, quelle perspective vous avez? Comment est-ce que vous vous sentez quant aux personnes avec qui vous avez travaillé, que vous avez sensibilisé? Comment vous vous sentez quant à la paix sous nos cieux? Oui, je suis satisfait d'une part parce que déjà le message a été réceptif au regard des recommandations que les acteurs impliqués ont fait, notamment sur l'éducation à la paix. Donc, les acteurs ont souhaité, en tout cas, ils ont formulé les recommandations, de renforcer l'éducation à la paix au niveau de la formation au primaire, au secondaire. Impliqué, que ce soit transversal dans tous les centres de formation et d'apprentissage. Oui, et surtout au niveau aussi universitaire. Alors donc, les gens sont conscients qu'il y a de l'éducation civique qui se fait au niveau primaire comme au niveau secondaire, mais que ce n'est pas assez. Et les gens ont dit qu'il faudrait qu'au moins l'État fasse de l'éducation à la paix une priorité dans la formation. Et donc, nous partageons cette vision et donc c'est une satisfaction. Et ils ont dit que, surtout au niveau universitaire, parce que dans certaines contrées, ce sont la plupart des jeunes qui sortent de l'université et n'ont pas encore trouvé affaire, sont parfois frustrés et ils peuvent prendre le mauvais chemin. Et qu'il faudrait faire des plaidoyers de sorte que l'éducation à la paix soit intégrée à tous les niveaux de la formation au niveau donc, universitaire. C'est ça. Et donc, partant de là, comme c'est une vision que je partage,
Donc je me dis que le message quand même il est passé. est passé. Et sans doute, ces personnes se sont engagées à continuer par répercuter le message dans leur milieu, dans les mosquées, dans les églises, dans les différents groupes organisés. Voilà, c'est ce qui va porter des fruits à la longue. C'est ce qui va porter des fruits à la longue. Monsieur chef d'escadron, Pacha Meleou, on finit l'émission. Si vous devriez peut-être rassurer la population encore quant à la sécurité ou alors leur lancer un message. Si je pourrais leur dire juste que la sécurité, c'est une affaire de nous tous. Nous devons tous travailler à la production de la sécurité. La sécurité commence par soi-même. Ce n'est pas par les forces de défense et de sécurité, mais elle commence par soi-même. Dans notre environnement, partout où nous sommes, la sécurité commence par soi-même. Donc il faudrait que nos populations, chacun à son niveau, puissent participer à la production de cette sécurité-là. Et ensuite, je voudrais également leur dire que le fait de détenir une arme, ce n'est pas encore la solution. Ça n'assure pas encore votre sécurité. Ça n'assure même pas notre sécurité. Et moi, je déconseille souvent, quand les gens viennent pour les demandes de port d'armes, j'essaye de les sensibiliser d'abord, de leur montrer les méfaits, les risques, tout ça là, qui entoure la détention de l'arme. Et en fin de compte, bon, il y en a qui vraiment comprennent et désistent. Ce n'est pas la peine. D'abord, même lorsqu'on a l'arme là, quand on est attaqué, généralement ces armes sont emportées lors des attaques et tout ça. Si on peut être pris au dépourvu. Voilà, exactement. Et ça alimente encore beaucoup plus les réseaux criminels et tout ça. Donc il ne faudrait pas qu'on apporte de l'eau au moulin des criminels, mais il faudrait quand même faire en sorte que qu'on puisse compter sur les forces de sécurité et les forces de défense qui sont là. C'est cela. Et s'il y a un professionnel de l'utilisation des armes, donc un militaire, qui peut dire que la meilleure chose qui peut arriver à un militaire, c'est de prier, ne jamais faire usage de son arme. Oui. C'est-à-dire que le civil ne devrait même pas y penser. Le civil ne devrait même pas y penser. Mais merci beaucoup, chef d'escadron Pacha Meleou, conseiller juridique du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, un département donc qui se tue, qui se plie en quatre pour la paix dans notre pays, la paix et la sécurité des populations. Monsieur Jonas Mazapaka, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation, le trafic illicite des armes légères et de petits calibres, à la fin donc de cette campagne que vous avez menée. Ce n'est pas fini, votre mission n'est pas finie, ça continue toujours. Vous, c'est une mission quotidienne. Ce mois n'était qu'un tampon dans l'engagement perpétuel que vous avez. En effet, je crois que ce n'est pas fini parce que si en 2001, la commission a été créée pour une mission donnée, ça veut dire que cette mission continue. Cela veut dire que nous allons continuer par faire ce que la commission, enfin le décret nous a confié, c'est d'assister le gouvernement dans la conception, la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. Et je crois que ce mois d'amnistie nous a permis de nous faire connaître d'une manière ou d'une autre à travers les émissions. Merci de l'opportunité que vous nous offrez de faire connaître les activités que nous menons. Au-delà de cela, qu'on a quand même à faire des travaux de sensibilisation. Le chef d'escadron a parlé tout à l'heure du marquage des armes. Nous contribuons aussi au niveau de la sécurité des armes à travers des partenaires qui nous aident pour l'amélioration des stocks d'armes à travers des constructions, des réhabilitations. Je crois que c'est le lieu de dire merci aux partenaires qui nous font confiance, notamment les Nations Unies à travers l'accompagnement. Il y a aussi l'Union africaine et puis notre partenaire technique, c'est le Centre régional sur les armes légères basé au Kenya. Merci à eux pour l'accompagnement. Ça veut dire que nous continuons par aussi lancer cet appel à d'autres partenaires. Le cadre sécuritaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest est tel qu'aujourd'hui, tout le monde est appelé à accompagner ce que font les États, notamment le Togo. Donc, je voudrais dire merci aux populations qui ont eu un engagement civique et citoyen à travers non seulement le nombre des armes qu'on a pu collecter, détruire, mais aussi les retours. Je crois que le docteur en a parlé. Pour prendre l'exemple de l'atelier d'Apon, en termes de satisfaction, nous avons plus de 80%. En termes d'engagement
pour dupliquer l'information, on a plus de 85%. Ça veut dire que c'est un message qui est bien perçu. Nous espérons que le relais sera fait à gauche, à droite pour l'intérêt de notre pays. C'est ça. Et le relais il sera assuré entre autres par le monde associatif, culture, paix et développement continuera de faire sa part également. Hein. Oui, bien évidemment. Nous l'avons déjà souligné, les conflits sont inhérents à la société. Et donc, nous encourageons la population à privilégier toujours le dialogue, à rechercher des solutions pacifiques. Et donc, de ne pas être tenté de vouloir chercher une quelconque force, et des armes, qu'elles soient des armes conventionnelles ou les armes blanches ou les armes de chasse, pour pouvoir en découdre avec, assurer sa sécurité. Voilà, avec des personnes avec qui ils sont en conflit. Donc, il faut toujours privilégier le dialogue, la recherche pacifique, des solutions pacifiques pour pouvoir vivre, favoriser le vivre ensemble, pour vivre donc dans la cohésion. Voilà, donc c'est mon message. Allez, docteur Essozimna Ama, merci à vous tous d'avoir partagé cette discussion ce soir. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Merci surtout parce que vous avez compris la pertinence du message qui a été passé et que chacun va s'engager pour faire sa part pour assurer la sécurité. Le travail individuel donc de chacun conduira à la paix, à la sécurité collective. On en a besoin pour le développement du Togo et de l'Afrique. Au revoir et à très bientôt.